Salut à tous, bienvenue sur l'entrepreneur Lifestyle, Thierry Henry, donc nouvelle année, donc je te dis tout de suite, donc excellente et très bonne année donc 2023. J'espère que tu vas réussir tous tes projets. Et pour cela, donc aujourd'hui, donc j'ai te proposé un invité qui va te parler donc de finances, qui a écrit donc un livre dernièrement, enfin il y a un peu plus d'un mois, sur les finances. Donc c'est plutôt dédié aux jeunes, mais bon, les conseils sont très intéressants. Quel que soit ton âge, c'est intéressant aussi pour toi. Donc lui, il est jeune, donc ça tombe bien. Si toi tu débutes, ça te permet de te dire que tu peux suivre son parcours, hein. Il a un parcours classique, hein. Il n'a pas créé Google ni Apple pour l'instant, mais vraiment très intéressant, bien documenté. Donc je te dis tout après avoir remercié donc le sponsor. Comment créer vite en ligne simplement? Grâce à Shopify, plus d'1 million d'e-commerçants dans le monde gèrent leur entreprise en ligne. Ils ont tous fait confiance à Shopify pour créer leur boutique. Shopify propose des thèmes gratuits et complets pour lancer ta boutique rapidement. Shopify s'occupe de tout, du marketing et des paiements aux transactions sécurisées et à l'expédition. Tu vas aussi obtenir des conseils étape par étape pour t'aider à lancer et à développer ton entreprise en toute sécurité. Essaye pendant 14 jours sans risque avec le lien suivant: thierry-henry.fr/shopify, thierry-henry.fr/shopify, SHOPIFY. Donc de retour, donc après avoir remercié le sponsor, donc aujourd'hui, donc je te dis, donc on va parler donc d'indépendance financière et donc de finances. Donc j'accueille donc Axel Paris, qui a écrit donc le guide financier des jeunes actifs, livre qui est sorti donc il y a quelques temps. Donc on va parler donc de capital, de comment devenir riche entre parenthèses rapidement, de bourse, d'immobilier, un peu d'épargne même si je n'aime pas l'épargne, les actions, les SCPI, enfin voilà, c'est assez large. Ça permet donc de choisir aussi de side hustle parce qu'il en a fait beaucoup, même s'il est jeune, il a commencé à 16 ans, de freelance, surtout le freelance. Voilà. Donc réellement c'est un épisode très complet pour débuter l'année. Et puis si tu n'as toujours pas d'idée, si tu n'as pas commencé ou tu as raté des projets et que tu veux te relancer, écoute bien ce qu'il dit. Et puis si tu as des questions, n'hésite pas à poser les questions à la fin, dans les commentaires, à nous envoyer un email et aussi à tester donc les partenaires et bien sûr d'aller prendre le livre donc de Axel Paris. Donc je te dis à tout de suite avec Axel. Ça va-tu? Salut, très très bien et toi? Oui, très bien, merci. Ben, merci de prendre le temps donc, de donner de la valeur à mon audience. On va parler en fin de compte de ton livre que tu as sorti. Je vais te laisser te présenter. Et puis ensuite, on va donc poser les questions. Enfin, je vais te poser les questions que je pose à tous mes invités. Et on va parler donc de ton livre. Très bien, écoute, très bon programme. Alors moi, pour me présenter, donc je m'appelle Axel. Je suis de formation développeur, donc je crée des sites web. Ça, c'est mon travail à temps plein. Je suis en CDI dans une entreprise pour faire ça. Et à côté, depuis 5-6 ans, en parallèle de mes études, j'ai commencé à entreprendre. Donc j'ai commencé à faire pas mal de petits boulots, plein de petits business. J'ai fait livreur Uber Eats, j'ai fait du freelance en tant que développeur, j'ai fait du graphisme, j'ai vendu des formations, j'ai commencé aussi à monter une communauté sur YouTube. Et donc en gros, j'ai testé un petit peu tout. Et ce que j'ai vraiment commencé à développer, c'est plus la partie YouTube. Et donc, j'ai commencé à parler de micro-entreprise, de fiscalité, d'investissement, parce que c'était des sujets qui moi m'intéressaient. Donc aujourd'hui, si je vais résumer, je fais, on va dire, du contenu sur les finances, l'investissement et la fiscalité, en parlant de mon cas personnel. Sur YouTube, et donc c'est une chaîne qui s'appelle Axel Paris. Donc voilà, je fais du contenu sur ça, et je fais aussi pas mal. Donc après, sur la partie monétisation, on aura, je pense, l'occasion d'en reparler. Mais donc c'est les revenus YouTube, les revenus de partenaires, donc ça peut être des banques, des courtiers, des assurances. Je fais quelques ventes de formation de petits produits. Et voilà, je monétise cette audience de cette manière-là. Et donc ça, je fais ça le soir et week-end. Et du coup, à temps plein, je suis développeur de base. Mais ça, du coup, c'est pas vraiment la casquette, on va dire, entrepreneur, par Si, défaut. si, parce que ça tombe bien que tout ce que tu viens de dire, c'est magnifique parce que donc ça correspond à notre audience. C'est ce qu'on appelle. J'ai certains entrepreneurs si tu as écouté, donc qui font des millions de chiffres d'affaires, que ce soit le patron de l'Arnibox ou de Système U et autres. Et tu as aussi donc une grande partie de l'audience, les wannabe entrepreneurs qui le sont parce qu'ils ont une activité, mais qui à côté travaillent le week-end et le soir. Même moi qui étais à temps plein il y a 1 an et demi, là je suis revenu avec une activité salariée parce que j'avais besoin, mais bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce qu'en plus en France on a besoin de ça pour acheter et investir, donc je l'ai aussi pris pour ça, et que si les activités ont baissé, mais il y a plein de gens qui sont comme toi, qui sont pas dans le rebond direct, dans la création pure, mais qui ont plein de petites salles de sol, donc ça tombe bien, parce que certains Ça, des fois voilà, ouais, certains des ça fait fois une, ont des, une belle sécurité. certains des fois ont des doutes parce que il y a différents invités, il y a différents niveaux, donc voilà, chacun est bienvenu. Il y a des gens qui sont comme toi qui vont boire toutes tes paroles parce qu'ils veulent voir, qui n'arrivent pas à se lancer en fin de compte. Pourtant, nous on le sait parce qu'on l'a fait. C'est pas si difficile que ça d'arrêter Netflix et de commencer à travailler le soir et le week-end. Mais bon, il y a toujours besoin de piqûre de rappel. Donc
le plus important, tu l'as pas dit, c'est que tu as écrit un livre quand même. Et c'est une galère. Moi, je l'ai fait, donc tu n'as même pas vendu ton livre. Tu as tout vendu sauf ton livre. Donc, le livre. C'est ça que j'en ai pas parlé. Ouais. Ouais, donc en fait, le livre, il s'appelle le Guide financier des jeunes actifs. Donc, c'est un livre que j'ai écrit en 2022, que j'ai sorti en septembre du coup de cette même année. Et donc, c'est une sorte de guide, on va dire, qui en tout cas, tente d'expliquer aux gens, du coup aux jeunes actifs, donc plutôt pour les gens qui sortent des études, qui commencent tout juste à travailler, donc qui sont par exemple en alternance ou juste salariés jusqu'à on va dire 35, 40 ans à peu près, et qui ont jamais investi, qui ont jamais acheté une seule action, qui ont jamais passé le cap de faire des premières visites d'appartement, de passer ce cap-là. Et donc le but, c'est que tout au long du livre, il y a des petits QR codes, on peut voir des vidéos complémentaires, et on incite le passage à l'action. Acheter sa première action, ouvrir son PEA, ouvrir son compte titre, parler aussi un peu de fiscalité de manière simple, parce que forcément la plupart du temps on est très rebuté par la fiscalité, et en fait il faut apprendre à l'apprécier pour optimiser. Et en fait si on toujours on veut se voiler la face, on va jamais faire mieux. Et d'ailleurs c'est un peu mon mantra, c'est-à-dire que au tout début du livre, ce que je dis souvent, même de manière générale, c'est on peut pas améliorer ce qu'on mesure pas. Et donc si on mesure pas ses finances, si on ne sait pas combien est-ce qu'on paye d'impôts, en fait on peut pas améliorer ça si on mesure pas. Du coup c'est un peu ma vision des choses, qui est peut-être un peu trop, on va dire, sectaire. Je sais pas si toi, du coup, tu traques beaucoup tes dépenses, tes revenus, ou est-ce que tu fais plus Je le fais de plus en plus, parce que comme j'ai commencé, je t'ai dit en off un peu le trading, et si t'es bon dans tout ce que tu veux faire en trading, ben, t'es obligé de tout savoir. Donc j'ai même après j'ai même des logiciels où je mets ma semaine, comme ça je sais ce que j'ai fait, je sais combien j'ai perdu, combien j'ai gagné, quelles sont les actions qui sont bonnes, et comme ça je sais ce que je fais. Et mais dans tous les cas on le sait, même quand tu fais faire des pertes de poids, c'est un peu l'esprit un peu américain où tu fais le notebook. T'as toujours un cahier pour tout le monde, pour ton poids, Exactement. et c'est une technique. Et même moi, Jim Brown, que je cite à chaque fois, parce que je l'adore, ce qu'il fait, c'est énorme. Et la plupart des gens qui réussissent ont un cahier ou une façon de traquer. Soit tu as un coach qui le fait, quelqu'un pour toi, soit tu le fais toi-même, ce qui est chiant, mais souvent ça prend pas longtemps, 5-10 minutes par jour. Et tu notes, là, j'ai fait ci cette semaine. Souvent, on le met en tête, mais comme dit Jim Brown, voilà, faut pas faire confiance à sa mémoire, faut tout mettre sur cahier. C'est chiant, ça fait un peu scolaire, mais quand tu bien fais les choses pour plein de choses dans la vie, hein, même des relations, tu dis, là, cette semaine, j'ai été. On le fait naturellement dans la tête, mais il faut le mettre sur écrit, c'est mieux, parce que moi, ça part pas. Mais avant que j'oublie, parce qu'on parle beaucoup, et je sens que, avant, je te disais, combien t'as le temps, mais toi, j'ai l'impression que je pourrais parler avec toi pendant des siècles. T'as fait un truc qui est bien, et je veux motiver l'audience. Quand on est, en fin de compte, jeune comme toi, surtout, moi, j'ai un peu plus d'années, donc c'est un peu différent. Et souvent, donc, t'es pas automatiquement le vrai expert, le mec qui fait des millions et autres. Donc, ce que tu fais, ce qu'appellent les Américains, c'est documenter ta journée. Et toi, c'est ce que tu fais. Donc, quand on veut lancer un business, et là, je vais prendre un exemple à part, parce que nous, on est un peu dans le même domaine. Imaginons que demain, quelqu'un fait le jardinage, il n'est pas super bon, mais il adore ça. Eh bien, il documente sa journée, il dit aux gens, à son audience, actuellement, je débute, mais j'apprends vite, j'ai envie de te montrer, ça, je sais faire. Et en fin de compte, les gens vont te suivre, vont te voir grandir. Et ensuite, dans 2-3 ans, tu auras un super jardin, tu vas tout connaître sur les trucs. Donc, ce qu'on appelle documenter ta journée, et tu peux, avec ça, créer une activité au début en service seul, et ensuite grandir, parce que tu crées des formations, tu vas chercher des partenaires autour. Donc, ce que tu fais en partie, c'est ce qu'on appelle documenter ta journée. Donc ça, c'est ça. pas mal. Et en plus, du coup, on a la vision hyper débutante, donc ça accroche vachement en plus aux gens. Et moi, je suis beaucoup plus, en phase avec tous les investisseurs ou toutes les autres personnes qui débutent, après, mais juste qui ont un niveau ou deux niveaux au-dessus de moi. Parce que quand tu es au niveau genre 10, t'arrives pas à matcher, quoi. C'est ça, tout à fait. Bon, on a fait un grand tour. On va quand même revenir sur le plus intéressant, ton livre et ton expérience. Donc, comment tu as commencé? Il me semble que c'était assez jeune, même avant 18 ans, je crois que c'est 16 ans, je ne me trompe pas. Comment tu as commencé? Pourquoi tu es venu à ça, à vouloir commencer à faire un peu de cash? Ouais, en fait, pour faire un peu de cash, comme tu as dit, au début, je voulais pas trop le dire, mais j'avais cette vision un peu capitaliste, c'est-à-dire qu'en fait, j'avais un ami dans ma classe qui lui avait créé un site web qui faisait c'est un site de classement des serveurs Minecraft. Donc il faisait simplement un comparatif, et en fait il proposait un encart en haut du site où les gens payaient pour être mis en avant. Donc ça faisait post sponsorisé, tu vois maintenant ce qui est classique chez la plupart des sites. Et lui en tant qu'étudiant, donc il avait 15, 16 ans, il faisait entre 300 et 400 euros par mois. Et donc à l'époque, t'imagines 300 euros quand t'es au lycée, mais t'es le roi du monde. Et donc je me suis dit putain, c'est trop bien de pouvoir faire des sous et tout, juste avec la puissance du code. Donc j'ai commencé à apprendre
à faire le développement web, à créer des sites web pour cette raison-là. Puis ensuite, j'ai commencé à kiffer en soi l'activité de créer des sites web. Et j'ai vite compris que lancer un produit, lancer un SaaS, lancer un site, le faire référencer, etc., ça prend vachement de temps, ça prend beaucoup d'énergie. Et puis, en plus du temps et de l'énergie, c'est pas garanti. Donc, moi, j'avais essayé plusieurs sites, j'ai dû essayer peut-être une dizaine de sites, et ça a jamais marché. J'ai jamais fait le moindre euro avec. Et pourtant, j'en ai acheté des noms de domaine, donc ça a jamais marché. Moi aussi. C'est ça, on connaît hein, des trucs de ça, c'est Non, comme parce que ça. le nom de domaine, c'est vrai que ça coûte pas cher, c'est super intéressant, mais c'est plus compliqué que ça. Et je mettrai le lien Ouais, pour c'est ceux ça. qui aiment le nom de domaine. J'ai fait une interview donc il y a déjà 2 ans de l'expert de notre domaine et qui donne pas d'informations. Je mettrai le lien dans la vidéo. Dans l'audio. Je t'écoute, excuse-moi. Et non, et du coup, qu'est-ce que, ouais, donc il faisait ça, et donc, ouais, donc voilà, j'ai fait ça, et ensuite je me suis dit, finalement, j'arrive pas à tirer des revenus à partir de ces sites, donc je vais commencer à vendre mes compétences, parce que c'est ça en fait qui est le plus simple, c'est quand tu démarres, en fait, tu commences par être freelance, et ensuite tu lances un business dans ta thématique. Mais du coup, voilà, j'ai commencé comme ça, donc j'ai commencé à créer des sites web pour des clients. Au début, c'était 50 balles pour un site qui me prenait un mois, donc vraiment rentabilité proche de zéro. Et après, tu commences à augmenter tes tarifs, tu prends confiance, parce qu'au début, voilà, c'est toujours ça, c'est que tu as le syndrome de l'imposteur. Tu te dis, j'ai 16 ans, j'ai pas fait d'école en informatique, donc qui je suis pour facturer un site à 300 balles, ou à 500, ou 1000, ou 2000 balles. Au final, tu te rends compte qu'en augmentant tes tarifs, au fur et à mesure, tu prends confiance. Du coup, donc c'est ce que j'ai fait. Ça m'a bien plu pendant ces études. Et après, je me suis rendu compte que vite le truc allait caper parce que mon temps, c'est mes études et la création de site web. Et donc, à un moment, je peux pas faire les deux en même temps. Et donc, si je veux faire plus, soit j'augmente mes tarifs, soit je trouve autre chose. Et donc, j'ai découvert un peu le concept, tu sais, de la semaine de 4 heures, et donc de dissocier son temps de ses revenus. Et donc ça m'a vachement parlé. J'ai découvert aussi Antoine BM à ce moment-là. Donc lui était en mode, tu sais, beaucoup vente de formation, et donc dissocier son temps de ses revenus. Et ça a beaucoup fait écho chez moi. Donc j'ai commencé à vendre des formations sur une plateforme qui s'appelle Udemy. Donc c'est un peu le Amazon des formations en ligne. Je sais pas si Ouais, tu connais cette plateforme? Si, je connais parce que j'en ai fait certaines. J'ai même failli travailler avec eux, mais c'est un peu maintenant devenu l'usine. Il y a trop de trucs. Formation pas chère, c'est vrai. Souvent, elles sont un peu, enfin, je dirais, Elles sont out plus que of, bradées, hein, bradé, out of date. Après, non, et après, tu as peut-être le maximum, c'est 300 € la formation, donc c'est pas cher. Mais il y en a trop, c'est un peu le bordel, hein, chez eux, réellement. Et puis, mais bon, je vais pas parler de ça parce que j'ai déjà fait plein d'articles dessus, donc je mettrai le lien vers Udemy, mais voilà. Et j'étais même partenaire Udemy parce que je vendais aussi donc l'affiliation avec eux. En même temps. Ah d'accord, ok, très bien. Mais ça se trouve, on a peut-être fait de l'affiliation ensemble, parce que donc moi j'ai publié une quinzaine de formations dessus pendant 2 ans. Et donc c'est ça en fait qui m'a fait un peu décoller dans l'entrepreneuriat, on va dire, où j'ai découvert vraiment ce que c'était que lancer une formation, ce que fait le marketing et tout ça. Et donc j'étais monté, alors au tout début j'ai fait mes premiers mois, donc c'était 300 $ le premier mois, puis 600, 700, et ensuite je suis monté jusqu'à 2000 quasiment sur les 2 ans, et après j'ai arrêté carrément cette plateforme, donc là j'ai complètement stoppé, arrêté de publier dessus. Mais il y a du coup, c'est récurrent parce que je continue encore à faire des ventes, même si mes formations sont un peu datées, ou que le temps est passé, et que moi je ne vais même plus entretenir. Là je continue à faire peut-être 300 ou 400 € par mois, donc c'est quand même super de se dire c'est passif quoi, quasiment. Et donc voilà, donc j'ai arrêté un petit peu ça. Et après, j'ai commencé à mettre vraiment un temps plein sur YouTube parce que j'ai vu qu'il y avait plus d'opportunités. Et donc là, je me suis mis à faire des vidéos à parler de solutions bancaires, de logiciels, de trucs de comptabilité, et aussi pas mal d'investissements, de courtiers en bourse. Et donc là, forcément, ça rémunère beaucoup plus parce que, bon, c'est un peu triste à dire, mais l'argent appelle l'argent. Donc si on se met dans une thématique qui est les finances, la banque, ça peut être quoi, la négociation, comment Ouais, développer son business. c'est Voilà, ce c'est qui ça. paye le plus parce qu'en général, les gens posent la question comment gagner de l'argent. Donc, c'est un secteur qui paye pas mal, ouais. Et C'est qui est ça, c'est vraiment ça. riche Et puis sur toutes les YouTube. boîtes ont du budget illimité, quoi. Quand je regarde la comparaison de, Surtout les banques. ouais, surtout les banques. Ouais, ça c'est un truc de fou. Mais quand je comparais les revenus AdSense, donc les revenus des publicités qui tournent sur mes vidéos YouTube, donc en fait moi je touche une commission de ces pubs-là, mais je les choisis pas. C'est YouTube qui les choisit pour le visiteur. Quand je compare les revenus que j'avais sur ma vidéo qui était devenir micro-entrepreneur vs mes autres vidéos sur du design, donc vraiment qui n'avaient rien à voir. En gros, les vidéos sur du design, j'avais des pubs pour Adobe ou des logiciels de design, donc en fait ils sont pas prêts à dépenser beaucoup, alors que sur ma vidéo sur la micro-entreprise, j'avais des banques comme Shine, Conto, et eux ils ont un budget mais c'est colossal, et en gros je crois que j'ai fait peut-être x6 ou x7 par rapport à ces autres vidéos YouTube. Donc je me suis dit, bon, je vais parler de micro-entreprise, je vais parler de fiscalité, je vais parler
d'investissement, quoi, parce que c'est beaucoup plus rentable. Et je pense que l'immobilier aussi, c'est un bon sujet qui doit bien être rémunérateur, à mon avis. Oui, tout à fait. Ben, c'est le même domaine, hein, ça reste la même niche de l'indépendance financière. Donc toi, le livre est assez chargé, donc j'ai pas tout lu, donc parce que je l'ai lu en lecture rapide, donc bon, je suis en formation encore de lecture rapide. J'ai vu le sommaire, donc je me trouvais ça plutôt impressionnant comment c'était fait, parce que tu traites tous les sujets, même s'il y a des sujets où je suis pas d'accord, mais bon, ça je t'en parlerai peut-être plus tard. Parce qu'en plus, même si dernièrement j'ai fait un peu A, mais c'était forcé, parce que comme je dis, je fais le trading et que c'est la combine pour payer moins d'impôts, mais bon, ça c'est une parenthèse. Et donc je vais pointer directement en fin de compte des parties de ton livre, comme ça on va aller plus vite, parce que là, sinon, comme je dis, je pense qu'avec toi je pourrais parler pendant des heures, parce que c'est plutôt intéressant. En plus, on a fait un peu les mêmes parcours. Voilà, tu fais beaucoup de tests, donc ceux que je conseille, qui écoutent, qui veulent faire des sites de sol, faut pas rester 20 ans dessus. Tu crées pas Facebook, tu testes quelques mois, ça marche pas, bah tu vas ailleurs. Il y a plein de petits business qui coûtent pas des millions, bah ça marche pas quoi. Tu vas pas rester pendant maintenant parce que tu vas t'épuiser pour rien. Et souvent, certains des sites de sol, tu gagnes pas beaucoup au début, tu galères longtemps. Donc il faut, si t'es vraiment déter, faut le faire, mais sinon ça sert à rien de rester 20 ans. Des choix de sites de sol, il y en a des centaines. Donc je vais te poser là des questions un peu sur tes titres et des sujets de ton livre. On va partir un peu dessus pour juste donner ton avis. Donc, t'as un truc intéressant et un sujet où tu parles, donc l'objectif c'est le capital. Qu'est-ce que tu entends par là? En fait, ce que j'entends par là, c'est pour moi, l'objectif c'est le capital, c'est parce que pour moi, avec le capital, tu peux faire un petit peu tout. Et si tu l'as pas, en fait, par exemple, ça sert à rien d'aller chercher une rentabilité, je sais pas, à 10, 15, 20% par an si t'as que 1000 euros, tu vois. Donc autant se dire, bah, je vais être plus conservateur et avoir une petite rentabilité, je sais pas, à 5%. Mais pendant ces années-là où tu t'en fous d'avoir optimisé tes 5%, 15%, bah, tu auras fait beaucoup plus de capital, tu auras beaucoup plus gagné. Soit avec soit en montant une boîte, soit en ayant des meilleurs revenus, etc. Tu vois, en fait, j'ai des potes qui ont passé vachement de temps justement à choisir, par exemple, le meilleur ETF, celui qui a le moins de frais, celui qui est le plus rentable, on va dire. Mais en fait, ils investissent pas forcément plus. Et en fait, le gain c'est 1% par an. Certes, sur 30 ans ou 40 ans, ça fait un gros impact. Mais est-ce que l'impact je sais pas, passer de 500 euros investis tous les mois à 600 euros ou 700 euros en ayant lancé un business en plus ou en ayant fait un peu de freelance en plus, ça aurait pas eu un impact encore plus important? Et du coup, c'est un peu ça que je défends. Et je pense qu'en fait, avec un gros capital, on peut faire à peu près tout, ce que tu pourrais pas faire avec juste un grand rendement. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire un peu. Si, j'en ai déjà parlé ici. Après, c'est un peu complexe pour certains, parce que là, on parle aussi, on parle un peu aux jeunes. C'est un certain capital, ils l'ont pas, donc il faut se concentrer à trouver un moyen d'avoir du capital. Donc, j'ai fait un épisode dessus, une vidéo où il y a plein de façons, parce que moi, en 25 ans d'investissement d'entrepreneuriat, j'en ai trouvé, hein. J'en ai donné. Mais le mieux, en fin de compte, par rapport à ce que tu as dit, même si c'est bizarre ce que je vais dire, c'est les deux. Avoir le capital et un super rendement. Comme ça, t'es tranquille. Là, tu sais que... Ça, je suis certain. Ouais. En fait, c'est que je fais un peu la chasse aux gens qui vont, par exemple, chercher. Je prends l'exemple typique. J'en ai eu pas mal dans mes potes qui ont voulu chercher les meilleures plateformes de crypto qui vont te faire un rendement, je sais pas, 15 ou 20%, ce qui est possible hein, en stablecoin. Tu as des plateformes qui pouvaient ou qui peuvent le faire. Mais du coup, c'est des plateformes qui vont être assez exotiques. Faut aller bien se renseigner. Faut aller vérifier. Je sais pas si ces plateformes du coup sont pas un peu trop exotiques et du coup tu peux avoir tes fonds bloqués. On l'a vu avec le cas de Celsius, FTX. Bon voilà, il y a des gens qui ont voulu prendre un peu plus de risques. Et en fait, je trouve que le temps passé à chercher ces informations, à les comparer et en fait à entrer dans un sujet, parce qu'en fait, je me dis, est-ce que le temps investi dans, je sais pas, l'univers des cryptos, et admettons quelqu'un, il a, je sais pas. Il a 500 euros à investir tous les mois. Si le mec passe, je sais pas, on va dire 15 heures par mois à se documenter sur la crypto, à savoir quel est le meilleur placement, etc., est-ce que c'est plus rentable de passer ces 15 heures-là dessus ou est-ce que c'est plus rentable de passer 15 heures, je sais pas, à apprendre une nouvelle compétence et à se mettre en freelance pour gagner plus et peut-être que d'investir en bourse? Donc certes, tu vas gagner moins, mais tu auras, comment dire, t'auras plus de capital à placer. Donc moi, en gros, c'était plus... Moi, dans ces cas-là, c'est que au moins la personne, faut qu'elle soit plus fonceur et qu'elle habitue à faire du DCA, comme tu disais. Hein. Tu l'as pas dit, mais c'est le terme, c'est faire du DCA. Et puis, s'il faut changer de stratégie, elle le change. Mais au moins, elle a déjà le réflexe de tous les mois mettre 500 euros. Et puis, si elle a vu qu'elle s'est trompée de support par rapport à un ETF ou un autre, elle vend et elle rachète. Et bon, elle a peut-être perdu malheureusement entre temps, mais elle a gardé le réflexe, l'habitude donc d'automatiser tout ça. Et dès qu'elle trouve un nouvel actif qui est bon, hein, le but c'est pas de faire. Ah oui, ça.
C'est-à-dire Voilà. que c'est beaucoup mieux de passer 15 heures sur de la documentation de la crypto que passer 15 heures sur Netflix en restant passif. Tout Ça à c'est fait. Et clair. surtout, non, et surtout donc, comme tu dis, donc de continuer à augmenter ses compétences, que c'est comme ça qu'on va pouvoir augmenter donc ses revenus, mais de faire les deux, c'est-à-dire de tous les mois investir, donc garder ce réflexe, sans avoir peur de dire ah non, je vais attendre d'avoir le truc à super rendement. Non, t'investis même si le truc il est à 2-3 euros, 2-3%, au moins tu as le réflexe déjà donc d'investir, et ensuite, dès que tu trouves quelque chose qui correspond à ta rentabilité, ben, tu peux allouer, vendre une partie de ce que tu avais sur un actif et tu le relocalises ailleurs, entre parenthèses. Voilà, c'était un peu ça que je disais. Ouais, exactement, c'est ça. Donc, on va avancer un petit peu. Donc, tu as une partie donc, qui parle donc, de ta recette magique avec des parenthèses pour devenir riche rapidement. Tu en as déjà un petit peu parlé, mais est-ce que tu peux développer parce que bon, tu as bien marqué entre parenthèses, parce qu'on sait très bien que se riche rapidement, c'est rare. C'est ça, en fait, je veux pas faire de fausses promesses, mais pour moi, en fait, la richesse, c'est surtout de vivre en dessous de ses besoins. Donc, comment dire, le calcul est assez simple, c'est faut gagner beaucoup, dépenser peu et investir beaucoup. Euh, et c'est comme ça, en fait, pour moi, c'est un peu la clé du succès, on va dire. Et pour ceux qui, bien sûr, faut matcher avec cette vision qui est un peu une vision FIRE, donc C'est ce que Financially j'allais dire. Independent Retire Early. C'est un Mhm. peu le mouvement classique des gros investisseurs. En Et fait, on toi, va donc, t'es avoir de fire ou toi, t'es quoi? T'es fire, t'es fat fire, t'es lean fire? C'est quoi dans ton esprit Alors moi, pour le moment, je suis plus Fire. Je suis pas très classique? drastique sur ça parce que ouais, c'est ça, juste Fire jusqu'à je pense que 30 ans. Mais du coup, comment dire? Donc, je fais Euh, exprès juste pour t'embêter parce que je connais un peu le sujet. Moi, je dirais que je suis fat fire. Ton objectif, c'est quoi? C'est 600 000, 900 000 en capital? c'est ça à peu près, ouais. Donc, Donc t'es là, bien c'est fire, la ok. valeur du capital. Donc peut-être un petit peu moins. Enfin, en gros, c'est capital in fine. Et donc je pense qu'en total investi, on devrait être autour de peut-être 400 à peu près sur les 10 ans. D'accord. Donc en gros, pendant les 10 prochaines années, que ça va monter à peu près jusqu'à 600 à peu près. L'idée, moi, c'est surtout déjà de me donner un premier pied en me disant, bah voilà, à peu près 2000, peut-être un peu plus si j'arrive à optimiser le rendement, voilà, à peu près 2000 euros de rentrée de rentrée de revenus passifs vraiment purs tous les mois net dans ma poche. Et avec ça, je me dis, ok, je suis à l'aise. Maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que j'ai envie de pousser l'objectif en me disant, bah tiens, je vais taper, je sais pas, les 10 millions de patrimoine? Est-ce que c'est du coup un nouvel objectif financier ou est-ce que ça va être un objectif plus de sens? Donc, est-ce que je vais trouver un travail qui va plus me plaire? Ou qui va être moins focus sur l'argent. Tu vois, je sais pas encore, mais au moins je veux me donner ce choix-là. Et je pense que ce choix, je pense qu'à 2000 euros par mois, je pense, assez large pour prendre cette décision, tu vois. Toi, t'es plus du D'accord. coup en hardcore mode, quoi. Non, C'est pas ça? hardcore, parce que moi, par chance, je suis minimaliste, donc ce que tu me dis, c'est vrai, mais comme je vis encore malheureusement en Île-de-France, donc je suis réaliste. Après, il faut... C'est pour ça qu'après, la question qui vient après, parce que ça aussi dans ton livre, qu'il faut donc déterminer son niveau de vie idéal. Mais comme je sais que je suis en Île-de-France, j'ai 3 enfants, même si là, j'ai une petite voiture à 2 balles que j'ai acheté cash, et je vis... Mais comme j'aime bien prendre des vacances, et des choses que j'aime bien, je sais très bien que 2000 euros en Île-de-France, c'est compliqué, sinon je suis obligé de garder un travail. Et comme moi, j'ai jamais été dingue du salariat, donc le but, c'est plutôt d'avoir le double, même le triple. Donc, je suis proche Fat Fire, plutôt donc du 2 millions, 2 millions 5 en... Et ça, c'est pas impossible. Donc voilà, après, j'ai moins de temps que toi. Donc il y a aussi une notion différente, c'est le temps. Donc toi, tu as le temps. Donc je pense que je m'inquiète pas pour les 2000 euros. Et puis après, comme tu dis, toi, tu vas réévaluer. Donc pour aller à la question, C'est- sur la question, donc, parce que ça, en fin de compte, ça rejoint. Hein. Comment tu détermines ton niveau de vie idéal? Parce que moi, toi, je te l'ai dit indirectement pour moi, mais comment les gens en général peuvent le faire? Ben, c'est ça, et puis surtout que toi, dans ton cas, comme tu dis, tu as mentionné le fait que tu des enfants, donc je pense que le projet futur va avoir un impact. Moi, j'ai pris le cas où justement je reste célibataire jusqu'à présent, et donc évidemment, si je trouve quelqu'un, que j'ai des enfants, ça va très probablement bouger mon objectif. Mais en gros, c'est de faire simplement le calcul, de se dire ben, combien est-ce qu'on dépense tous les mois. Si, en fait, je pense qu'il y a différents scénarios. On peut se dire combien est-ce que je dépense dans un mois vraiment très drastique, en mode je mange que des pâtes et je veux juste vivre, en fait, enfin juste, on va dire survivre, vivre. Ou est-ce que si j'inclus mes dépenses, on va dire un peu plaisir, donc c'est je vais un peu au resto, je vais un peu au ciné. En fait, c'est un mois où je vais pas en vacances spécialement, mais je vis ma vie normale. Ça c'est peut-être le deuxième niveau. Et le troisième niveau, c'est bon bah vas-y, je voyage, je me fais plaisir, je peux m'acheter des cadeaux, je peux acheter des cadeaux pour mes proches. Donc ça c'est ce troisième niveau. Donc peut-être que je pense qu'avec ces trois niveaux, on peut se donner du coup trois objectifs différents. Le niveau, on va dire minimum, le niveau, comment dire, standard, moyen, et le dernier niveau qui serait plus idéal, vraiment objectif final de ouf.
Et donc ça nous permet de déterminer à peu près notre niveau de vie, donc notre coût de vie. Donc c'est-à-dire, moi par exemple dans mon cas, c'est à peu près entre 1000 et 1500 euros par mois pour vivre bien. C'est-à-dire je peux aller au resto, je peux aller, je peux payer mon loyer tranquillement, j'ai pas besoin de mettre la corde au cou. Et après, si je veux être vraiment à l'aise, c'est plus aux alentours de 2000-2500. Sauf que dans les faits, en fait, je dépense jamais plus de 2500, si ce n'est un gros achat exceptionnel. Et donc du coup, en déterminant ces niveaux de vie, enfin cette somme-là, du coup, tous les mois, on peut se dire, ben voilà, si j'ai un rendement de X% par an, alors j'aurais besoin de tant de capital pour FIRE, et donc du coup partir à la retraite avant l'âge idéal. Donc c'est un bon La, fa- moyen, je pense, la, pour... la, 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 la fameuse la règle des 4 ou 4 ou 3%. Donc ça, je Ouais, mettrai c'est les liens ça. vers les épisodes que j'ai fait dessus, parce que c'est vraiment une règle que j'aime bien et puis j'en ai souvent parlé. Et donc j'aimerais juste préciser, parce qu'il y en a qui vont se dire, attends, l'autre il veut un capital de 2,5 millions. Moi, mon cas à part, c'est que je fais du FIRE, mais moi, même si en off, je t'ai dit, j'étais un peu moins entrepreneurial qu'avant, mais moi, j'ai inclus dans mon 2005 que je vais revendre un side hustle à une somme assez importante parce que c'est pour aller plus vite, parce que moi j'ai plus 20 ans et donc j'ai mes actifs, j'ai mes investissements, mais je sais que j'ai inclus dedans pour arriver à un capital assez important qu'il va falloir revendre des gros actifs, donc que ce soit de l'immobilier ou que ce D'accord. soit une boîte que j'ai créée. Donc voilà, parce que souvent les gens se dire mais comment t'arrives? Il y a plein de façons, sur 10-15 ans tu peux le faire, mais il est vrai que pour arriver à du fat fire, souvent il faut vendre une boîte ou vendre un gros immeuble ou un truc qui est assez gros, parce que sinon c'est compliqué d'atteindre ces sommes là si on fait que de la finance, ou sinon il faut C'est mettre ça. beaucoup Et beaucoup. et tu vas vouloir tout investir en bourse après, ou t'as un objectif quand même de diversifier avec d'autres Non, moi actifs, je suis des trucs diversifié parce que, comme alternatifs et je te tout? dis, je viens de l'immobilier, donc j'aime bien l'immobilier aussi. Mais j'aime pas être trop actif dedans. Donc les Airbnb serait plutôt immeuble Airbnb par exemple, tu vois. Et après, on sait jamais ce qui va arriver, le monde évolue tellement vite. Et une grande partie active, parce que j'aime bien l'actif simple. J'aime bien, moi, tous les mois, je fais du DCA. Plus important de ce que tu as dit, hein, un montant plus important que ce que tu as dit. Et je mets souvent j'ai deux ETF et après j'ai des actions à dividendes. Voilà. Et j'ai aussi ce qu'on appelle des gros stocks, des gros stocks, des actions qui sont plutôt Mhm. grandissantes. Et donc voilà, je compte aussi sur ça je l'ai pas dit. Et ça c'est compliqué ça, parce que ça c'est vraiment tu touches tu mouilles ton doigt. C'est un peu la Mhm. chance de tomber sur un ou deux Netflix ou un deux Et du Tesla. coup, Donc là, t'achètes 50 euros l'action et en fin de compte dans 3 ans elle a 1000 euros. Mais ça c'est compliqué. Voilà. Mhm. Et là, les 2,5 millions, enfin de 2 millions, 2,5 millions, ce que tu planifiais, c'était de valeur de patrimoine ou de portefeuille bourse? Valeur de patrimoine mélangé D'accord, la avec totale. donc Ok. immobilier. Même si je préfère avoir vraiment du cash, parce que ça, tu peux avoir une valeur de patrimoine en immobilier, mais tu te reste de la dette. Donc je préfère moi je le vois plutôt en cash pur. Mais bon, ça c'est une D'accord. parenthèse. Bon, à ce Je parle niveau-là, pour tout. justement, je pense que tu auras du flux naturellement. Tu as 2,5 millions, enfin, ce serait bizarre que tu pas de flux de rentrée d'argent à ce niveau-là, quoi. Dans ce Ah cas-là, tu oui, as oui, fait ça peut-être c'est pas un problème. Ça, il y en aura. c'est ça. Mais bon, on Voilà. n'y est pas encore. Il y a encore du travail. Donc, on va continuer. Donc, tu parles donc En plus, ça tombe bien que tu parles ça, parce que moi, j'ai toujours eu un problème. Et même si tu cites, tu cites Robert Kiyosaki souvent dans le livre, et surtout au début, et lui, il est comme moi, il n'aime pas l'épargne. Et donc, toi, tu parles de l'épargne. Tu parles des 3 niveaux de l'épargne. Qu'est-ce que tu entends par les 3 niveaux de l'épargne? En fait, c'est plutôt en fait, en niveau, c'est plus en termes d'organisation. C'est de se dire comment est-ce qu'on organise son épargne pour être assez efficace. Donc moi, en gros, ce que je conseille aux gens, c'est de schématiser leurs finances pour avoir un visuel, on va dire, du coup, schématique de leurs finances. Donc quand je parle d'un schéma, c'est vraiment littéralement prendre une feuille de papier, prendre un stylo et de faire une flèche. Hop, j'ai tant de rentrées locatives. Par exemple, si vous avez comment dire, des investissements locatifs. Si vous avez juste un salaire, vous mettez un salaire. Si vous avez des primes je sais pas, de primes de parrainage, quelque chose, vous mettez comme un revenu, si ça peut être assez régulier. Si vous avez, je sais pas, des allocations, CAF, etc., vous mettez ça en revenu, qui va, hop, vers une case qui s'appelle, par exemple, compte bancaire. Et après, vous mettez une autre flèche avec toutes vos dépenses, donc loyer, ce que vous mettez en alimentation, ce que vous mettez en, je sais pas, vacances, en cadeaux, etc. Et donc là, comme ça, vous avez un visu de vos finances. Et à partir de là, vous allez pouvoir construire votre stratégie. Donc moi, c'est comme ça que je construis ma stratégie, notamment de DCA. Et après, comment vous allez faire ça? Vous allez donc votre flux qui va entrer, vous avez votre flux qui va sortir, et au milieu, vous pouvez rajouter un autre flux qui va être votre épargne. Donc vous allez mettre par exemple tant d'euros tous les mois sur un livret A, ou sur un livret jeune, ou sur un livret LEP si vous avez possibilité d'avoir ce livret-là, qui est un livret d'épargne populaire. Et c'est un livret qui est rémunéré, donc là en ce moment il est à 4,6% à peu près, net d'impôts. Donc ça peut valoir vraiment le coup si vous êtes éligible à ce LEP, parce qu'il faut avoir un revenu fiscal de référence inférieur, je crois, à 22 000 euros par an, quelque chose comme ça. Je sais plus exactement le montant. Donc à vérifier. Et donc c'est un très bon moyen de faire travailler son épargne
tout en ayant de l'argent accessible. Donc voilà, vous mettez votre argent de côté, qui va être un peu votre fonds d'urgence au cas où si vous avez un pépin ou si vous voulez avoir 6 mois de côté de dépenses au cas où. Et ensuite, vous allez pouvoir ajouter, une fois que vous aurez constitué cette épargne de précaution, vos investissements. Et c'est la stratégie dont on a parlé, c'était de faire du DCA et donc de dire tous les mois, on va investir tant d'euros, par exemple, en bourse ou tant d'euros sur un autre livret qui va constituer une épargne pour un apport immobilier, par exemple, ou ça peut être un autre type d'investissement sur une assurance vie, sur un PEA. Donc voilà, il y a différents endroits sur lesquels vous pouvez placer votre argent. Moi, a priori, ce que j'aurais tendance à conseiller pour les personnes qui sont jeunes actives et qui n'ont pas encore justement beaucoup investi, je dirais que ce niveau d'épargne de base, c'est donc faire un schéma de ses finances, donc de bien savoir combien est-ce que vous gagnez, combien est-ce que vous dépensez, de mettre de l'argent de côté tous les mois. Donc vous savez, vous constituez votre poche comment on appelle ça, d'urgence au cas où, de 6 mois de dépenses à peu près. Donc on a quantifié avant, on a dit qu'imaginons vous dépensez 1500 euros par mois, vous faites 1500 euros x 6 et vous le mettez de côté, vous remplissez cette poche, et une fois que cette poche est remplie, là vous allez commencer à investir. Donc là vous pouvez faire du DCA, donc c'est-à-dire faire tous les mois 100 euros sur une assurance vie ou 100 euros sur un PEA. Et moi je conseille en priorité plutôt le PEA parce qu'il y a un avantage fiscal à ouvrir un PEA, et dedans vous pouvez y placer un ETF Monde ou un ETF SP500 qui vous permet de répliquer le marché global en bourse sans trop vous prendre la tête en disant je vais acheter telle action pour telle et telle raison. Si aujourd'hui vous connaissez pas trop le marché de la bourse, je pense qu'un ETF Monde c'est c'est 90% de la performance. Donc vraiment prenez ça et vous prenez pas la tête à passer trop de temps à chercher l'action qui va faire peut-être un x10 parce que probablement elle va peut-être pas le faire. Donc diluez votre risque avec un ETF, je pense. Je sais pas, est-ce que toi tu rejoins un petit peu ma vision? Un peu différemment. Un peu différent, mais j'ai du Vanguard, enfin j'ai 2 ETF comme je te dis, mais moi comme j'ai un peu plus de connaissances et mais malheureusement c'est ma nature, je prends des risques et donc j'ai 2-3 actions classiques on va dire des gros stocks. J'ai aussi donc actions individuelles très connues comme Air Liquide, des trucs comme ça qui sont classiques mais qui rémunèrent bien. Et puis bien sûr d'autres types d'actions, mais j'ai pas un gros portefeuille, j'ai 13 actions que j'ai investi tous les mois, la même somme. D'accord. Donc des fois un peu plus, des fois un peu moins. Voilà. Ouais. Et toi, c'est ce que tu conseillerais du coup pour admettons un jeune actif, toi Non, qu'est-ce que parce tu que conseillerais? je suis comme toi, je suis pas conseiller financier, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je donne des conseils avec Non, toi je sur un sais, mais podcast. Je donne c'est ça. après selon parce qu'il y a ceux qui gagnent 1200, il y en a ceux qui gagnent 3000. Donc chacun est différent, il y en a qui veulent aller rapide, faire sous 5 à 10 ans, qui veulent faire du fire classique comme Money Moustache, il y en a qui veulent faire 20 ans. Si tu as 20 ans, prends pas de risque, prends ton temps, prends un truc basique qui te ramène plus que l'inflation. Malheureusement, actuellement, elle est très haute, mais un truc qui fait entre du 5 et 10% net, ce qui est compliqué, mais bon, on sait très bien que sur le long terme, la bourse c'est entre 7 et 10% net. En gros, tu n'as même plus. Bon, c'est quand même assez important si on fait sur le long terme, fais de l'immobilier, mais chacun choisit. Donc c'est pour ça que l'émission qu'on fait, ton livre, tout ça, on peut donner des conseils, mais à un moment, il faut se prendre en main, il faut étudier. Parce que quand tu fais le test, tu vas pas étudier, parce que tu vas répliquer en fin de compte le marché. Mais à un moment il faut quand même un petit peu mettre sa main dans le cambouis et se dire, voilà, qu'est-ce qui m'intéresse, quels sont les secteurs qui m'intéressent, quelles sont les petites actions que je pourrais acheter, et te dire que, parce que sinon, après, à un moment, c'est bien, parce que j'ai fait plein d'articles dessus, mais c'est bien aussi de se renseigner et d'avoir un peu plus de connaissances. Parce qu'à un moment, tu peux juste répliquer, faire des choses de la SCPI ou je ne sais pas quoi, mais c'est bien de connaître pourquoi tu le fais. Voilà. Je vois ce que tu veux dire, mais tu penses pas en fait, moi, c'est un peu cette vision que donc c'est bien de confronter les idées. J'en discutais justement avec Mathieu Louvet, qui a une chaîne sur l'investissement aussi, et qui est très partisan de l'investissement passif, et donc le fait que ça ne prenne pas de temps, et donc de pas ne pas se renseigner, mais juste valider son choix. Une fois qu'on l'a validé, après on le fait de manière régulière et constante, et on remet pas tout le temps en cause nos stratégies, parce que si on remet Je suis tout le temps d'accord en avec cause nos toi. stratégies. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est juste que moi, je pense qu'il y a différents types de profils d'investisseurs. Donc moi, ceux que tu parles, c'est ceux qui sont entre parenthèses les plus feignants et qui veulent pas trop réfléchir, parce que des fois, ça que tu veux trop réfléchir, mais personne ne bat le marché, donc pourquoi t'embêter à essayer de battre le marché? Donc prends un ETF. Mais c'est bien d'avoir une petite appétence à juste connaître la finance. On connaît, on sait faire du sport, on sait faire plein de choses, faire à manger, mais et malheureusement, la finance, c'est de la base, quoi. Donc, juste se renseigner un petit Ouais, je peu. suis d'accord. Et c'est Et pas que d'ailleurs, ouais, c'est chiant, t'as les tableaux, c'est chiant, mais un minimum, parce que quand t'as commencé à gagner, tu fais 2-3 ans, normalement, tu dois être un peu plus expert. Même si t'as rien fait, parce que t'as juste passé sur un EPF, mais t'es déjà différent de ton voisin qui ne fait rien ou qui laisse un épargne à livret à, je sais pas combien, 0%. Donc, après, juste prendre le temps. Je te dis pas faire ça sur 6 mois, sur 10 ans. Donc, tous les mois, t'apprends un peu d'informations, tu lis un peu de trucs financiers, même si t'aimes pas. C'est juste avoir des connaissances pour ensuite arriver à Mhm. peut-être un peu plus risqué
Mais tu as raison, parce que je comprends ce que tu veux dire. Des trucs automatisés, tu n'as pas trop à réfléchir quand tu fais tous les mois. Voilà. Mais bon. C'est ça. Et ça me fait penser, tu as mentionné le fait de bien apprendre enfin, de comprendre un peu plus la finance, etc. Et donc, il y a beaucoup de contenu qui existe et tout. Il y a à la fois plein de choses bien, plein de choses aussi qui sont mal dites, tout ça. Et un des trucs que moi, qui m'a vraiment apporté énormément sur la connaissance des finances et qui peut paraître hyper enfantin, mais qui a un super documentaire, c'est L'argent dette. Je sais pas si tu connais. Je crois que j'ai C'est un entendu, ouais. documentaire sur c'est super, c'est vraiment un super documentaire. En fait, c'est un peu tourné comme un peu un dessin animé. Et vous tapez l'argent et dette comme la dette sur YouTube, et vous avez, je crois, 2 ou 3 épisodes au total. Donc, ce sont des vidéos qui peuvent paraître voilà de mauvaise qualité, etc. Mais pourtant, C'est pas là, excuse-moi de te couper, c'est pas la vidéo du grand, comment il s'appelle, de Red Alio, c'est pas celle-là? Non, non, du tout. C'est un documentaire en français, ouais, qui explique comment fonctionne l'argent, comment fonctionne la dette surtout, comment est-ce que la dette est créée, et comment est-ce que on peut se demander aussi pourquoi est-ce que la dette finalement ne fait que augmenter, et pourquoi est-ce que finalement on n'arrive pas à réduire, ou pourquoi est-ce qu'on n'annule pas la dette. Mais en fait, ça explique justement ça explique ce fonctionnement-là. Donc c'est vraiment super intéressant, et moi je vous invite vraiment à regarder ça. Et franchement, ça devrait être diffusé en classe, parce que c'est même, ça donne pas forcément de conseils, hein, mais c'est juste expliquer comment notre monde capitaliste fonctionne. Et je trouve que c'est vraiment génial. Enfin, c'est une super ressource. Bon, bah, je mettrai le lien vers la vidéo. Et pourquoi, en fin de compte, je vais développer, parce qu'avant de te poser d'autres questions, j'ai 6 autres questions. Pourquoi, en fin de compte, je veux que les gens se connaissent? Parce que moi, je sais très bien que quand je parle avec plein de gens qui veulent se développer financièrement, ils ont eu 2, 3 bouquins. Maintenant, en fin de compte, tout le monde se fait avoir. Ils lisent Robert Kiyosaki ou un autre, ou le tien, parce que le tien est très très bon, bien documenté. Et quand ils le lisent, ils pensent ils savent tout. Je connais rien. Même moi qui ai 46 ans, je connais rien. Tu vois, il y a toujours des trucs à apprendre. Et malheureusement, chaque fois que les gens veulent commencer à devenir dépendants financièrement, devine par qui ils passent. Il passe par un CGP. Non, c'est pas ça. Oui, entre parenthèses, voilà. Voilà. Ouais, Ils passent par leur conseiller banquier. Oh là là, quelle erreur. c'est banquier. Il va leur vendre toutes les merdes qui existent au monde, des trucs qui sont nuls, qui servent à rien et qui vont te faire perdre du temps. Et donc, soit c'est de l'immobilier, donc moi j'ai même, bon, je le dis, je l'ai vendu, hein, mais bon, voilà, j'ai vendu du Bourl parce que j'étais immobilier, Pinel, Bourl, tout ça. C'est de la merde. Même si en tant que patrimoine, c'est bien, parce que sur le long terme, tu auras quelque chose, mais tu auras fait trop d'efforts d'épargne et que tu peux faire mieux. Après, ils vont te vendre des trucs financiers. Même là, dernièrement, je voulais faire de la SCPI financée. Le banquier, bien sûr, il t'oblige à prendre son truc à lui. Et que moi, je voulais passer par un autre partenaire, que je suis déjà partenaire, qui avait vraiment un truc rentable et qui correspond à ce que je veux faire. Mais lui, il te dit, oui, je te prête 100 000, mais tu prends mon truc à moi. Je fais, non, ça m'intéresse pas. Tu vois. Moi, c'est juste pourquoi? Parce que quand tu as un minimum, tu sais qu'il faut éviter la banque. Des fois, la banque va te servir. Bien sûr, on a besoin de la banque, c'est le partenaire pour investir en France, on n'a pas le choix. Mais il faut attention à ce que tu prends. Voilà. C'est juste une parenthèse, parce que sinon, on va parler pendant 20 ans. Mais je dis pas que j'ai rien contre les banquiers, mais voilà, c'est des commerciaux et ils vendent leur truc à eux. Donc, Ouais, juste une t'as bien question. pu le préciser. On Et tu reste l'as sur la bien dit en bourse. plus. Juste... Ouais, dis-moi, vas-y. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, en gros, c'est juste pour dire que tu l'as très très bien dit. C'est que les conseillers bancaires, en fait, c'est pas des conseillers, c'est des commerciaux. Et je préfère juste insister dessus parce que tu l'as très bien dit. Bon, donc j'allais donc continuer un peu sur la bourse. Donc toi, tu as commencé depuis quelques temps. Comment tu conseilles aux gens donc, de gagner de l'argent en bourse et donc quels sont donc tes critères pour choisir les actions? Alors moi, mon conseil, c'est en gros pour ceux qui veulent pas trop se prendre la tête, et justement je parle aux gens qui sont un peu en mode passif, c'est de justement pas consacrer beaucoup de temps dessus, et parce que c'est sûrement des gens qui sont déjà salariés, qui sont pas forcément dans le milieu de l'entrepreneuriat, qui ont pas forcément envie de lancer une boîte, qui veulent juste faire travailler leur argent. Et donc comme tu as dit, voilà, combattre l'inflation, c'est le plus important. Et donc moi, a priori, ce que je conseillerais, enfin en tout cas ce que je ferais à leur place, c'est ce que je fais, c'est de commencer par un PEA ou un compte titre, mais prioritairement un PEA, et d'y loger dedans un ETF monde, parce qu'en fait on réplique 90% de la performance, et que si on veut plus, on peut, hein, mais c'est au détriment de passer plus de temps à se documenter, à s'informer. Donc moi j'aurais tendance à conseiller aux gens à pas trop se prendre la tête et faire ce que fait 90% de la performance du monde, et donc un ETF. Et donc voilà, c'est un peu ça. Et donc j'ai l'impression que toi, du coup, c'est un peu une question de cachet, puisque je sais que toi, tu as une stratégie qui est différente, qui est plus active. Ah non, Et là, elle l'est du coup, parce qu'en plus, oui, je te parle. En plus, j'ai fait une vidéo il y a un an d'un grand investisseur qui, lui, il parle que de ça. Il parle que de Vanguard, parce qu'en plus, c'est Vanguard qui a inventé l'ETF. J'ai oublié le nom donc du créateur. Et donc, non, moi, je suis aussi pour ça. Mais c'est que je dis, on peut diversifier. Parce que si on fait que de l'ETF, il faut aussi donc le faire, mais avoir des connaissances de finance. C'est-à-dire que, mais en tout, je reviens dessus pour pas trop, parce que je pense que tu as des doutes. Parce que moi, j'en ai, et l'ETF, c'est très bien. Et en plus, c'est comme dit, c'est un vrai truc de fainéant. Après, t'as juste qu'à t'occuper à gagner de l'argent,
et à mettre le maximum dessus, en fin de compte. Hein. Tu mets juste plus de l'huile sur le feu et automatiquement, ça va grandir. En plus, si tu fais de l'ETF, moi, comme je fais ETF avec ETF qui donne des dividendes, après, chacun son choix. Il y en a qui n'aiment pas ETF. Moi, c'est un ETF à dividendes. Donc, tous les trimestres, celui que j'ai, il m'envoie de l'argent tous les trimestres et que je réinvestis. Donc, ça fait boule de neige. Mais bon. Parenthèse, je te rassure, l'ETF, c'est très, très bien. Je vais très bien des liens d'articles que j'ai fait et de vidéos. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, maintenant, on va parler un peu d'investissement alternatif. Qu'est-ce que tu conseilles, toi, comme investissement alternatif? Alors moi, je suis pas très spécialement fan des investissements alternatifs, dans le sens où dedans, je mets un peu tout ce qui est pas traditionnel. Donc le traditionnel, moi, j'inclus du coup la bourse, l'immobilier, et donc l'alternatif, ça sera plus le crowdfunding ou le crowdlending et la crypto-monnaie, donc qui maintenant peut être considéré comme un investissement en soi, mais moi je le considère toujours comme alternatif parce que c'est pas encore suffisamment développé. Il y a encore trop de gens qui perdent de l'argent dedans. En fait, c'est pas assez stable pour, à mon sens en tout cas, pour considérer comme un vrai investissement. Et du coup, c'est pour ça du coup je le mets dans cette catégorie-là. Et donc, c'est des bons placements, je pense, mais c'est vraiment pour quelqu'un qui a du bon patrimoine. Et a priori, moi, donc, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que le premier filtre, je l'aurais fait sur la valeur du patrimoine global. Pour moi, si quelqu'un il a moins de 100 000 euros de patrimoine, pour moi, ça n'a pas trop de sens de commencer à s'exposer sur, je sais pas, du crowdfunding ou du crowdlending, type un peu BRICS ou la première brique. Parce qu'en fait, on va immobiliser son capital pendant un an, enfin 6 mois, un an, 2 ans, pour avoir peut-être du 10% brut, donc ça va tomber à du 7% net. Donc 7% net, je sais pas, sur 1000 ou 2000 ou 5000 euros de placé, c'est pas énorme, et du coup ça immobilise, par exemple, voilà, 5000 euros de capital. Et en fait, je pense que c'est plus intéressant quand on a par exemple 100 000 euros de patrimoine, d'acheter un appartement ou d'acheter un immeuble, et donc d'utiliser ces 5000 euros comme un apport, plutôt dans ce sens-là, que de le mettre dans du BRICS ou dans un truc un peu bloqué. Moi, j'ai tenté Mintos pendant quasiment un an, et donc j'avais, je sais plus, peut-être peut-être en net, peut-être 5-6% net après la flat tax et tout. Mais en gros, j'ai immobilisé 5000 euros de capital dedans, et je me dis, et en fait, du coup, j'ai pas de revalorisation des parts, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai que un rendement donc de 6% sur mon capital, mais en soi, le capital ne prend pas de la valeur. Et donc, c'est pour ça que j'aurais plus tendance à conseiller, par exemple, des actions, parce que les actions, en plus de verser un dividende, si vous les sélectionnez qui versent des dividendes, vous avez la valeur de l'action qui peut soit augmenter, soit peut baisser. Donc, c'est-à-dire que votre patrimoine peut baisser, mais si vous sélectionnez bien vos actions, elles peuvent monter. Et donc, c'est en ça que moi, je suis pas extrêmement fan de ces placements. Je pense que c'est très bien quand on a plus de 150 000, enfin ouais, 150 000 euros Non, de mais patrimoine. c'est bien ça, parce qu'en plus, je saute sur l'occasion pour dire que j'ai un épisode dans 2 semaines, donc après le tien, 2 semaines après le tien, qui est spécialisé donc dans les investissements alternatifs avec un ancien donc des banques privées. Donc voilà. Et en plus, il dit comme toi, il faut avoir certains actifs, sinon ça n'a pas de sens. Donc ça sera une parenthèse, et donc je mettrai les liens sur ton épisode pour le sien, parce qu'on va parler donc de ça. Et en plus, juste comme parenthèse, parce que moi aussi j'aime bien faire ça. Souvent, les gens pensent, quand ils pensent actions, ils pensent des actions à 100, 200, 300 euros. Il y a des actions à 10, 15. Bon, il y en a en dessous aussi, mais en dessous, en général, il faut éviter ce qu'on appelle les CTO. C'est des trucs un peu risqués, on va dire. Ça coûte pas cher, mais c'est très risqué. Mais pour pas grand chose, hein, parce que si on a que 50 euros d'épargne ou 100 euros, on peut acheter des actions pour 15, 20, 30 euros. Et même là, dernièrement, j'ai dû faire un trade sur Carrefour. Carrefour, l'action est à 12 euros. C'est un grand groupe. Voilà. Et même pas Donc, que ça, même si tu vas sur des nouveaux courtiers comme Trade Republic ou Scalable, ou tu as par exemple Interactive Broker, des courtiers historiques qui avant ne le faisaient pas, maintenant permettent de trader des fractions d'actions, et donc on peut acheter pour seulement un certain montant, un certain nombre d'actions, et donc on achète par exemple 0,1 action de quelque chose, et après dès qu'on atteint plus d'une action, en fait on possède l'action entière. Donc tant que c'est des fractions d'actions, c'est un contrat avec le courtier, et dès qu'on a l'action entière, on est des propriétaires du titre. Donc ça, c'est pas mal. tout à fait. Ben, merci pour préciser. Moi, c'est ce que je fais avec les cryptos, parce que le Bitcoin, c'est cher, donc l'acheter en entier, c'est compliqué. Ouais, Mais que bon, des fractions. voilà. Donc, ensuite, donc, on va passer donc, sur le SCPI, parce que dernièrement, je t'ai dit, une expérience avec le SCPI. Donc, qu'est-ce que tu penses des SCPI? Est-ce que tu les conseilles? Pareil, je pense que c'est un très bon placement. Moi, j'aurais tendance à conseiller les SCPI pour les personnes qui veulent utiliser leur effet de levier, donc pouvoir emprunter auprès de la banque pour investir dans l'immobilier. Donc, c'est des gens qui veulent investir dans l'immobilier, qui peuvent faire de l'effet de levier, et qui ne vont pas se retrouver bloqués après pour faire leur achat de résidence principale à cause de l'effet de levier. Parce que si on achète des SCPI, mais que 3 ans plus tard, on va acheter sa résidence principale et qu'on est déjà, je sais pas, à 25% de ton endettement, du coup, on pourra quasiment plus rien acheter pour sa RP. Donc, je pense que c'est intéressant pour si on a déjà acheté sa RP, ou si on sait qu'on ne va pas en acheter, alors ça peut être sympa.
Moi, par exemple, c'est ce que j'ai pensé faire cette année. Finalement, j'achète du vrai immobilier. Du coup, là, j'ai un projet d'immeuble. Donc là, finalement, ce sera pas des CPI. Mais si j'avais pas eu ce projet d'immeuble, moi, jusqu'à présent, enfin, jusqu'à horizon, on va dire 5-6 ans, j'ai pas de projet de résidence principale. Donc, j'aurais probablement fait des SCPI. Et du coup, voilà, je te pose la question. On est pareil parce que c'est marrant. Moi, j'ai fait moi de l'ACP cette année, donc avec Iroko, parce que c'est une startup que j'aime bien et en plus c'est pas cher, parce que tu peux faire l'ACP à 5000 euros. Certains vont dire, mais ça n'a pas de sens, 5000 euros c'est rien. Mais moi, c'est juste pour, t'as un peu compris l'esprit, c'est pour me lancer, mettre les pieds à l'étrier, entre parenthèses, je sais pas si ça se dit. Et en fin de compte, ensuite, j'ai été voir la banque. Parce que je devais faire un investissement avec Airbnb et depuis quasiment mars, avril, il y a des problèmes de taux d'usure. Et donc, j'avais acheté tous les biens, j'avais tout fait, impossible d'avoir le financement. Pourtant, on était à deux CDI, impossible d'avoir le financement. Et les banquiers m'ont dit non, c'est pas une perte de temps. Donc après, Et ils t'ont dit que c'était pas possible par rapport au taux d'endettement? T'étais non, au au taux d'usure, 35%? il y avait des gros problèmes de taux d'usure au mois de mai, juin, même toujours actuellement. J'ai eu un banquier d'argent, il m'a dit non, il y a toujours le même problème. Pour investir, si t'as pas une résidence principale, c'est compliqué. Enfin, je vais pas rentrer dans le détail parce que je suis pas un expert donc de ça. Et donc, moi, je me suis reporté sur la CPI, j'en avais déjà. Et dernièrement, j'étais voir la banque et il m'a demandé, je vous prête 100 000 euros pour faire de la CPI chez nous. J'ai dit, donc, j'ai pas envie de le faire chez vous. Je sais où je veux le faire. Et puis, je me suis dit, voilà, je vais bloquer 100 000 euros et que je peux le prendre pour la pierre classique, on va dire, du pur immobilier. Donc, je me suis dit, voilà, j'ai eu la même réflexion que toi et je pense que je vais faire d'abord du papier, enfin, du physique, puis ensuite, s'il reste de la place pour la CPI, je les ferai. Donc, voilà, c'est un truc, Ouais, c'est une décision à prendre, à bien réfléchir, à ne pas le faire sauter parce que ça paraît bien et donc faire attention à tout ça. Donc, Exactement. Ou sinon, ça peut être un oui. bon cas, je rebondis vite fait, mais ça peut être un bon cas si par exemple on a un héritage. J'ai eu le cas de quelques amis qui, elles, voulaient se générer une rente, elles avaient un héritage, elles ne veulent pas se prendre la tête. Moi, je pense que la SCI, la SCPI, ça peut être un bon point pour ça, parce que tu reçois, je sais pas, 50 000 ou 100 000 euros d'un coup. En fait, tu te dis, j'en ai pas besoin de cet argent en soi, mais une rente en plus, je dis pas non. Donc, du coup, c'est des gens, ils vont rester en SCPI de rendement, ça va leur verser un loyer, et donc, ils vont avoir des revenus locatifs pour avoir un peu plus de sous en plus, quoi. Et ça, je pense que c'est un Ouais, bon dans ces placement. cas-là, comme tu dis, il faut mieux avoir un bon capital et puis c'est C'est plutôt ça. Mais intéressant si on bon, n'a pas envie de se prendre la tête parce qu'après investisseur et même aller faire les visites, tout ça, voilà, c'est un métier. Hein. c'est Faut ça. avoir le temps. C'est-à-dire que là, on a vraiment rien à faire. C'est tout. C'est comme des actions en fait, mais un peu plus chiant, on va dire, parce que c'est quand même des contrats signés et tout. Et puis aussi, c'est horizon. Faut quand même le dire. C'est horizon, je pense, au moins 6-7 ans pour que ce soit rentable. Parce que en dessous, avec les frais d'entrée que vous allez avoir, vous allez être perdant. J'ai un ami qui lui l'a fait donc ça faisait quasiment 5 ans qu'il avait sa SCPI et il en est à peine sorti positif. Donc je pense qu'il faut le placer pour au moins 10 ans, horizon 10 ans, pour que ce soit intéressant. Toi, du coup, Oui. SCPI, toi, tu m'as dit que t'avais pas pu le faire ou t'as pu le faire du coup? Si, je l'ai fait, mais je l'ai fait un petit montant. Tu sais, 5 000 Ah, euros en d'accord. SCPI, t'iras pas loin. Mais comme tu vois, moi, dans mon esprit, j'aime bien faire quand je suis pas sûr ou que j'ai pas automatiquement faire un truc, Tester un peu, j'aime ouais. bien voilà, je mets mon petit doigt de pied, puis après je mets un deuxième, puis après je me lance. Mais au moins, je veux pas Ok. attendre pendant 20 ans réfléchir, je le fais ou pas. La décision, elle s'est fait rapidement. Hein. J'ai vu le conseiller, ok, on y va. Tu vois, j'avais 5 000 euros cash, Ouais, là, c'est j'ai ça. pas fait de prix. J'y vais, puis après, s'il y a un problème, je les retire. Mais le but, c'est vraiment de me mettre, voilà, je Et mets un puis peu tu vois ce partout. que c'est que voilà que tout le process en soi, tu vois aussi comment ça va se faire Voilà. la déclaration, parce que les SCPI c'est un pur enfer pour faire sa déclaration. Si vous avez des SCPI qui vont être en France, en Allemagne, parce qu'en fait en fonction des 10 pays des pays dans lesquels vous allez avoir les placements, enfin les immeubles, les biens et tout, vous allez avoir une déclaration qui va être un petit peu différente et donc du coup c'est d'un point de vue fiscal, c'est très chiant. Donc, si vous avez un expert comptable qui vous fait votre déclaration d'imposition, génial pour vous. Mais si vous l'avez pas, pour le coup, des CPI, c'est assez relou pour ça, quoi. Ok. Bon, ben ça, très bien, je le note. Tu Donc, verras. là, on va partir un peu sur les questions un peu développement personnel, donc avant de finir. Donc, dans ton livre, tu parles donc de travailler pour gagner plus. Qu'est-ce que toi, tu conseilles aux gens par rapport à ce domaine-là? Il y a il y a plein de solutions. Moi, ce que j'ai commencé à faire, c'était travailler en plus des études. Et donc, c'était, je pense, d'être freelance. Et c'est clairement ce que je conseillerais à quelqu'un qui veut se lancer. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a aucune expérience dans l'entrepreneuriat, moi, je conseillerais d'avoir d'abord des clients avant de lancer un produit, un service, de vendre des formations. Parce qu'en fait, ça, c'est des trucs où tu as besoin d'avoir une audience, tu as besoin d'avoir comment dire, une bonne compétence ou avoir être un très bon développeur ou des choses comme ça. Alors qu'en fait, le freelance, c'est hyper simple. C'est ton temps contre de l'argent. Donc en fait, tu as juste à travailler plus et pour le coup, tu gagnes plus, quoi. Donc c'est plus simple. Alors forcément, il faut trouver des clients quand tu es en freelance. Mais si tu as une vraie compétence et que tu es, je sais pas, community manager ou que tu es n'importe quoi, tu as plein de taf de freelance
ou des assistants virtuels. Ça, c'est un taf qui est de plus en plus demandé. C'est vraiment pas compliqué. La personne te dit ce qu'elle veut que tu fasses et tu factures à l'heure. Et donc, comme ça, tu peux gagner un peu plus. Et puis ensuite, tu vois, par exemple, un peu son business qu'a fait. Ah, tiens, je savais pas qu'on pouvait faire des sous en faisant de l'affiliation de telle plateforme et ça rapportait tant, etc. Donc, comme ça, les gens apprennent dans le back-end, on va dire, d'autres entrepreneurs ou d'autres investisseurs. Et donc, du coup, ils peuvent le faire après eux de leur côté. Et ça, je pense que c'est un bon moyen, je pense, de commencer à gagner un petit peu de sous en plus de son travail, en plus de ses études. Toi, tu avais des petits conseils. Qu'est-ce que toi, tu conseilles aux gens Ben, moi, j'allais dire ce que j'ai souvent dit, parce que ceux qui écoutent le podcast savent que j'ai invité beaucoup de freelance l'année dernière, et même en 2021, et les coachs, et je pense que c'est les deux business les plus simples à faire. Hein. Et en plus, ça permet de passer donc du salariat à l'entrepreneuriat sans trop risquer, parce que bon, des fois même le freelance c'est un peu vicieux, ça reste un peu de salariat, mais bon, parenthèse, je mettrai les liens vers les 2 épisodes que j'ai fait, et ça te permet en fait de commencer à toucher tes premiers euros rapidement, en face à face. Hein. Donc c'est vrai que tu donnes ton temps pour de l'argent, donc c'est pas la semaine de 4 heures, mais ça te permet de te rassurer et voir que tu as une compétence. Et ensuite, si tu veux passer au grand entrepreneuriat, tu fais un autre bond, mais tu fais un premier bond du salariat au freelance. Si tu arrives bien à faire ton business de freelance et à toucher à tout ce qu'il faut faire, la paperasse et tout ça, puis après, tu peux créer des produits, faire de l'affiliation, tout ça. Mais voilà, c'est une façon intéressante pour ceux qui ont des grandes peurs. Mais quand tu as des grandes compétences et une grande connaissance, ben, comme développeur pour freelance, si tu es en bon développement ou en manager pour le coaching, voilà, c'est 2 business où on vend ses compétences, on se vend soi en tant que personne, et non, c'est vraiment très bien. Donc non, je te Toi, le confirme. coaching, t'aurais conseillé le coaching pour quelqu'un qui démarre? Ça dépend de quoi, parce qu'en fin de compte, comme je t'ai dit là indirectement, les coachings, c'est plus pour une personne qui a une expérience spécifique et qui peut le faire. Ok. Mais, Ouais, quelqu'un qui aurait déjà le. Ok. mais disons que ces deux biens se ressemblent parce qu'en fin de compte, t'es en face à face avec quelqu'un, quoi. Tu viens et tu vends ton temps pour de l'argent. Mais le coaching, Ah, c'est que je me dis, ça doit comme être tu l'as vachement dit, dur. il faut avoir les compétences, il faut avoir les connaissances, et puis il faut se former. Le coaching, c'est un peu différent. Mais là, toi, tu as parlé freelance pour les jeunes, mais là, je te parle de quelqu'un qui veut faire du coaching, qui a 5 ans d'expérience dans un domaine. Bah voilà, il peut Ouais, faire du carrément. coaching. Donc, on va continuer donc sur les actions, c'est un peu ce qu'on disait. Parce que souvent les gens en parlent, ils font des plans, mais il faut adapter, comme tu dis dans ton livre, ces actions à ces objectifs. Qu'est-ce que tu conseilles pour être réussir à... Parce que souvent on se fait plein de trucs, mais enfin en fin d'année on se dit, en fait, j'ai rien fait, j'ai fait la moitié de ce que j'ai fait. Comment tu motives les gens? Comment tu leur dis de guider, de pouvoir avancer par rapport à ça? Ah, ça c'est une bonne question parce que même moi en fait je me fixe plein d'objectifs et j'arrive jamais, enfin pas jamais les atteindre, mais en gros je me fixe des phares d'horizon et après je trace ma route. Mais en fait je pense que ça dépend aussi de type de personne qu'on est. Il faut identifier la personne qu'on est. Et moi je suis le genre de personne à dire oui à tout et qui est alors je sais pas s'il y a un terme pour ça, mais en gros je fais plein de trucs tout le temps. Je veux tout le temps changer de sujet et en fait quand je change de sujet, donc c'est-à-dire par exemple je vais faire un coup ma chaîne YouTube, un coup je vais faire investissement immobilier, un coup je vais regarder un peu, ah mais tiens ça fait longtemps que j'ai pas vu des cryptos, je vais me renseigner un peu dessus. Donc en fait je vais changer de sujet très souvent et très régulièrement. C'est un Et slasher en fin de compte. ouais exactement c'est ça, Et j'ai fait t'as un dit le mot. épisode il y a 1 an et demi sur les multipotentiels. Donc, tu es un multipotentiel comme moi et tu es un slasher. Donc, bon, voilà. Ah, tu vas apprendre à te calmer parce que, comme dit, en plus, c'est marrant, c'est l'épisode que j'ai fait hier. Ah bah non, je l'ai fait il y a un mois parce que là, je vais publier dans un mois où j'ai dit qu'il faut apprendre à dire non. C'est une des phrases les plus connues de Warren Buffett, même si je sais pas celui qui l'a dit. C'est que l'une des plus grandes compétences d'entrepreneur d'investisseur, même d'une personne à la base, c'est savoir dire non. Il y a tellement de trucs, des opportunités, il y en a plein. Mais des fois, il faut se focaliser sur 2, 3 trucs, des fois une seule. Il faut vraiment être focus. Ça, c'est dur, très dur. Et savoir dire non à plein de trucs, tu dis, ah, merde, j'aurais voulu faire ça. Mais t'en fais une bien ou 2 bien, t'es vraiment content. Mais voilà, des fois, on est comme ça, C'est ça, on aime bien. c'est hyper dur parce qu'en fait, au tout début, comme t'as pas beaucoup d'opportunités, tu dis oui à tout. Et en fait, ça t'ouvre des opportunités. Donc tu te dis, en fait, plus je dis oui, plus j'ai d'opportunités, donc plus c'est génial. Et en fait, il y a un moment, il faut que tu renverses la vapeur de la machine et que c'est l'inverse. Il faut que tu dises de plus en plus non parce que sinon, après, tu deviens submergé et du coup, t'es débordé de tout, quoi. Et si tu sais pas dire non, et moi, c'est l'expérience que j'ai, et bah, après, c'est une compétence qu'il faut avoir. Parce que tout à l'heure, je te parlais je te disais ouvertement mes compétences d'entrepreneur qui ne sont pas extraordinaires, mais moi, j'ai aucun problème à le dire, mais au moins, je l'ai fait. Et je suis mieux en investisseur, bizarrement. Mais que quand tu es entrepreneur et manager, si tu veux faire plein de projets, il faut savoir monter des équipes, vite mettre quelqu'un qui gère l'équipe ou automatiser et ensuite tu passes à une autre. Mais ça, c'est encore une compétence qui est compliquée à faire. Mais quand tu fais un projet et que tu peux le faire et que tu peux vite commencer à gagner des euros, mettre une assistante qui gère le business pour toi, après mettre quelqu'un d'autre qui gère les crews, je sais pas quoi, hop, tu vires, tu passes à un autre. Mais il faut savoir monter des systèmes avec 2, 3 personnes en freelance, souvent dans des pays à bas coût, c'est la vérité, c'est ce qu'on dit dans la semaine de 4 heures. Et là, tu peux faire plusieurs projets. Mais voilà. C'est encore une autre compétence à avoir, d'être un bon manager, un bon entrepreneur et savoir monter les équipes, bien recruter et bien gérer ces systèmes-là.
Petit Ouais, c'est conseil clair. pour Et ceux donc, qui ouais, sont donc pas sûrs c'est et qui compliqué, veulent. franchement, clairement, c'est compliqué du coup de se positionner. Donc déjà, il faut apprendre voilà, à se connaître. Et moi, un truc que j'avais bien aimé faire, un petit truc, je sais pas si tu l'as fait, c'était le test MBTI. Ça te dit peut-être quelque chose? On en a parlé. Alors, je sais pas si je l'ai fait. J'en ai fait plusieurs. Il y a tellement de tests. Tu m'as dit Tu fais beaucoup MBTI, de ça? podcasts, toi. MBTI, c'est ça, ouais. Ben, c'est l'avantage de Ouais, en parler gros, avec beaucoup de gens. Je crois que je l'ai fait, ouais. En fait, c'est un test de personnalité où tu réponds à des questions du style dans cette situation, comment est-ce que vous réagiriez si telle personne faisait ça ou machin. Et en fait, du coup, à la fin, ça te donne donc t'as le choix, enfin t'as pas le choix, mais en gros, t'as 16 personnalités différentes et donc tu fais partie de l'une d'entre elles. Et donc t'en as certaines qui sont plus répandues dans la population que d'autres. Et donc c'est hyper intéressant parce qu'en fait, quand tu lis le synopsis du personnage, enfin la personnalité dont tu es associé, en fait, moi, quand je l'ai lu, c'était vraiment moi. C'est-à-dire que c'était du coup sur le site 16personnalités.com, j'étais la personne entrepreneur. Et donc, je pense que tu dois aussi, je pense à mon avis, correspondre à cette personne-là. Et en fait, quand tu C'est lis le ça, synopsis, bah, en je fait, pense que j'ai eu la même chose, mais j'ai pas voulu me vanter. Mais oui, j'ai j'étais et un peu c'est parce que vraiment ça, quoi. moi je l'ai fait, je crois, dans une période de doute. Je me suis dit, il va me sortir un truc, et en fin de compte, et je me suis dit, malgré ce que je viens de dire par rapport à mes compétences actuelles, elles peuvent évoluer, hein, parce que ça, j'ai aussi un truc que j'ai appris d'un avec un coach. Il m'a dit, faut être réaliste par rapport à ce que tu es à l'instant T, mais demain tu peux changer. Donc j'ai déjà eu, je t'en ai parlé en off, des trucs qui ont marché. Donc voilà, c'est juste moi peut-être qui me focalise sur ce qui a pas marché, mais bon, malheureusement souvent il y a plus de trucs qui échouent que qui réussissent. Et C'est donc ça, mais après, et donc t'as ouvert plus de trucs. quand j'ai eu ce test-là, souvent il te compare. Moi quand j'ai fait le test, il y avait des comparaisons et pas d'entrepreneurs. Je me dis non mais moi j'ai rien avec eux, c'est des monstres, tu vois. Mais quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, ta nature c'est de foncer, c'est de créer des voilà. Donc qu'est-ce que tu veux, voilà. Donc C'est ça, j'étais et un peu donc voilà, et choqué, donc mais après, une fois que tu sais comment tu es, comment tu fonctionnes, bah après tu peux réagir différemment. Moi, que je sais que comme je réagis à mes vagues d'énergie, on va dire, je me dis bah tiens aujourd'hui j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ci, bah, je vais plus répondre à ça plutôt que de me forcer. Et moi j'ai un pote qui lui est complètement à l'inverse. Il est beaucoup plus en phase avec ce que fait Marketing Mania, Stan Leloup, où lui ça va plus être bah tiens toutes les semaines enfin tous les jours je me fais mon plan du jour, toutes les semaines je fais un plan sur la semaine et je fais un plan de 90 jours. Et moi je sais que je suis incapable de tenir un plan sur 90 jours parce que je bouge tout le temps, que les directions vont tout le temps bouger. Et donc lui, il arrive toutes les semaines à être régulier, à faire sa vidéo toutes non, les mais semaines, à créer tu vas son... apprendre à le faire parce que moi aussi, au début, je croyais pas ça et j'ai compris que l'objectif et le plan sur un trimestre, c'est pas mal. Et moi, il y a un an et demi, je me disais, c'est pas possible. Moi, je fais le truc sur un an, trois. Non, en fin de compte, le trimestre, tu peux le faire. Je te rassure, tu vas le faire à un moment ou à un autre parce que, bah, moi, tu vas dire, j'en ai marre de faire trop de trucs et tu y vas y venir. Mais bon, parenthèse. Ouais, mais je veux dire, tu le fais ce plan-là, mais je veux dire, est-ce que c'est pas dans le sens où tu le tiens, mais Ah, ça, est-ce c'est que, autre chose. ouais, mais ce que je veux dire, La est-ce que plupart ça des gens, s'adapte, ça comme on dit, change la plupart vraiment? des gens, des plans ou des business que tu fais, la plupart, tu la respectes pas. Tu Ah, essaies c'est de le vrai. respecter, mais c'est pas mal. Le but, c'est d'avoir un cap parce que c'est l'exemple du plan ou du projet, c'est que tu peux partir chez toi sans GPS. Avant, on le faisait, hein, mais c'est mieux d'avoir un GPS. Donc après, des fois, il va y avoir des changements, mais c'est juste d'avoir un guide. Et en plus, tous les jours, tu le reprends, mais c'est pas Oui, automatiquement et de d'y réussir à réfléchir aussi. 100%. Soit tu fais moins 10% sur l'objectif, c'est déjà pas mal. Soit tu fais plus 10, mais au moins, tu as un objectif, au moins, tu as quelque chose. Tu te lèves pour quelque chose, tu as un pourquoi. Voilà. En tout cas, Carrément, ouais. je pense qu'on a fait le tour un peu donc de tout ce que tu proposes, même s'il y a plein de choses sur le livre, donc je mettrai le lien pour que les gens achètent le livre. Vraiment, je le conseille parce que moi qui ai beaucoup lu et qui connais donc et en plus eu la chance d'avoir beaucoup d'invités, donc tu fais un peu un résumé de tout ce qui est indépendance financière, un peu plus sur la banque et les choses que moi je joue moins livret A, PEA, mais bon, ça, il y a des débutants qui ont besoin de le connaître aussi. Hein. Il n'y a pas que les trucs un peu techniques, donc c'est pas trop technique, ça reste entre les deux, donc voilà, je conseille. Et puis je mettrai les liens vers ta chaîne et autres. Je vais te poser des questions que je pose en général à des entrepreneurs un peu plus expérimentés, mais je vais voir ce que tu vas me répondre. Mhm. Donc, Je quel est le stresse. business dont tu rêves à part celui que tu fais actuellement? Comme tu en fais plusieurs, je ne sais pas comment tu vas répondre. Alors en fait, moi, mon rêve, je sais pas comment dire, mais j'ai une vision où, alors je sais pas si c'est vraiment un business, mais j'ai plus une vision en me disant d'ici 15-20 ans, mon objectif ce serait de me dire, bah, tiens, aujourd'hui je me lève et je vais serrer des pinces toute la journée. C'est un Tu fais objectif de la vraiment de politique. pur rentier. Tu fais de la Non, non, politique. non, non, ça dépend. Dans le sens genre vraiment de pur rentier, c'est genre tu sors de chez toi, tu vois, tu vas faire ton petit footing, tu fais ton petit jus pressé et tu vas voir tes employés. Donc je me dis, dans un monde idéal, ce serait, je vais dans ma ville, tu vois, je me balade et je vais serrer les mains aux employés. Ah tiens, comment ça se passe aujourd'hui les ventes? Bah, ça se passe très bien, tu vois. Donc Ouais, ce sera un peu, t'es un pur propriétaire. Voilà. Un mec qui a c'est ça, des. pur propriétaire, avec des petites phases de travail dans l'après-midi, tu vois, me fait me dire, bon, bah, j'ai des petits calls, un peu travailler sur des sujets de fond, etc. Et puis ensuite, petit sport en fin de journée. Et voilà, tranquillement, un petit verre de vin dans le canapé le soir. Ce serait une journée
type idéal. J'ai un peu cette vision-là, mais je sais pas si je la réaliserai. J'espère que Mais tu m'en voilà, un peu, parleras. c'est ça. Mm. Donc, actuellement, quelle Et est du ta coup, meilleure expérience en tant qu'entrepreneur ou investisseur? je dirais que la meilleure expérience en tant que... Ah, c'est une bonne question, ça. En tant Oui. qu'investisseur, je dirais que c'est l'immobilier, parce que c'était mon premier achat, donc c'était un petit appartement à Châtellerault de 40 000 euros, et donc c'était vraiment une super expérience parce que j'ai découvert justement ce milieu-là, et c'est toujours la première qui fait que c'est super, comment dire, épanouissant et hyper engageant, quoi. Tu vois, tu te dis, oh, je vais chez le notaire pour la première fois, je vais signer mon comprimé pour la première fois. Et en fait, t'es tout le temps plein de doutes. Et j'étais hyper heureux d'avoir des gens à côté de moi pour me rassurer, pour me dire, mais non, t'inquiète pas, c'est normal qu'il y ait ça et tout. Et c'est un peu un conseil que je donnerais d'ailleurs aux gens qui démarrent, c'est toujours s'entourer avec quelqu'un qui l'a déjà fait. Donc pas forcément un expert, hein, mais juste quelqu'un qui l'a déjà fait, un parent, un cousin, un neveu, enfin un oncle ou n'importe quoi, qui peut vous rassurer et vous dire, bon, attends, c'est normal qu'il y ait ça, ou ça, c'est pas normal, je te conseille de changer et tout. Et donc ça, c'était vraiment top. En tant qu'entrepreneur, moi, les meilleures expériences, enfin, j'en ai pas une en particulier, mais c'est toujours à chaque fois les rencontres. Et en fait, j'aime dire oui aux rencontres et j'aime dire oui aux gens pour rencontrer des boîtes. J'aime dire oui à tout, en fait. Parce que justement, à chaque fois, je rencontre une nouvelle personne et je me dis, putain, cette personne, elle est ouf. Et à chaque fois que je rencontre une personne qui est ouf, je me dis, putain, faut que je me déchire encore plus parce que, comment dire, comme je vois qu'elle a réussi, je me dis, c'est pas possible que moi, si je me donne pas les moyens, je peux pas faire comme elle, tu vois. Et j'ai rencontré pas mal de gens qui ont fait plusieurs millions et tout. Je me dis, mais ça, c'est fou. Il faut que je me bouge, quoi. Voilà. D'accord. C'est une très bonne idée parce que c'est vrai que souvent dans les rencontres qu'on apprend et c'est mieux d'échanger comme ça que par télé. Bon, là, on est nous en distance, mais bon, c'est toujours intéressant. Mais il est vrai que les rencontres, c'est souvent ce qui nous reste en tête. Enfin, c'est pour ça que les séminaires et tout ce qui est ce type d'événement est intéressant parce qu'on partage de l'émotion. Voilà. C'est ça, et c'est une très grosse valeur. Et surtout, en fait, on se rend compte que les gens, on les revoit, mais en fait, le monde est très petit. Et tu te rends compte que dans le milieu de l'investissement, du business et tout, les gens, en fait, circulent assez vite, quoi. Enfin, moi, j'ai revu plein de fois des têtes en me disant, mais putain, la coïncidence que cette personne soit au même endroit. Ça, c'est sûrement arrivé, je pense, non? Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois, ouais, tout à Ouais, fait. c'est marrant, Et ça. encore pire, l'année dernière, ceux qui ont écouté le podcast, parce que ça, je fais souvent, je fais même les 95% de mes épisodes à distance. Et la dernière fois, je rencontre un grand coach. Je suis à Dinard, en vacances. Hein. Mhm. D'avoir lui même pas reconnu, parce qu'en fait, compte, t'as vu, là, on fait l'épisode, on est resté en vidéo, voilà, et après, j'ai retiré. Donc, lui m'a pas reconnu tout de suite. Et je lui dis, et je cherche son nom, parce qu'en pourtant, je l'ai invité, mais bon, et on discute, et il cherche. Et on se rend compte à Dinard, je viens d'arriver à Dinard avec mes enfants et mon ex-femme, et c'est un invité, quoi. Et là, c'est pas un séminaire, on part en vacances, la France, elle est grande, le monde est grand, et je rencontre un de mes invités comme ça en vacances, et c'est pas la première fois que ça m'est arrivé. Donc, tu vois, tu dis, Ah ouais, le c'est monde ouf. est petit, et je l'aurais pas invité, je l'aurais jamais connu, enfin, je connaissais déjà avant, mais voilà. Et après, on a discuté super cool, on a échangé des choses, et donc, réellement, les rencontres, comme tu dis, une fois on se rencontre, et ensuite ça continue. Donc, Mhm. encore une question. Quel est pour toi le meilleur levier pour devenir entrepreneur? Waouh, ça, c'est une super question. Meilleur levier. Je dirais que c'est clairement le levier du réseau. Pour moi, si tu veux démarrer, admettons, t'es salarié, tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, en fait, je pense que tes premiers clients, ça peut être par exemple la boîte dans laquelle t'étais salarié, par exemple. Si t'es Mm. développeur pour une boîte, tu peux très bien te lancer en indépendant et du coup vendre ton logiciel à ta boîte, si c'est un rapport avec ta boîte, par exemple. Ou ça peut être si par exemple tu veux par exemple te placer comme un coach ou un conseiller ou n'importe quoi, tu vas d'abord essayer d'avoir comme client les gens que tu connais, donc soit tes collègues, soit tes amis proches, tes gens que tu connais. Donc pour moi, à chaque fois, le premier levier, je dirais que c'est le réseau. C'est important. D'accord. Non, mais c'est une très bonne réponse. Quel est le livre que tu conseillerais à tout entrepreneur et pourquoi? Ah, mon livre préféré, toutes catégories confondues, c'est Comment se faire des amis de Dale Carnegie, je sais plus comment on prononce. Mm. Qui est un excellent livre de développement personnel. Et je pense que c'est le seul que j'ai dû relire plusieurs fois de plein gré. Parce que ce livre-là, en fait, explique vraiment. En fait, il pose des mots sur les relations humaines et explique comment comment est-ce qu'on apprécie, pourquoi est-ce qu'on apprécie les gens, comment est-ce qu'on se fait apprécier par les gens, comment fonctionnent les relations humaines. Et en fait, ça peut paraître vraiment hyper bateau de ce genre de livre. On peut se dire, j'ai pas besoin de ça. Enfin, comment se faire des amis, il faut pas abuser non plus. Mais en fait, alors à la base, je crois que le titre en anglais était un peu plus intéressant, un peu mieux. C'était How to Get Friends. How to Win Friends and Influence People. Parce que moi, Ah, je c'est l'ai ça, lu Influence People. des millions de fois aussi, comme I Do Speak English, donc je l'ai écouté plusieurs fois en anglais. Je mettrai même le lien pour ceux qui veulent être fainéants un peu comme moi, l'écouter en audio, parce que le livre, il est bien, mais il y a beaucoup de répétitions. Et surtout, si t'es Mm. un peu nerveux ou t'as des problèmes sociétables,
il t'apprend à des fois te calmer, à te dire voilà, quoi, ça sert à rien de t'énerver, il faut juste. Il est bien, normalement il est bien. Ça fait un bout de temps que je l'ai pas lu, chaque fois que je le lis, là je suis revenu sur. Ouais, ça me... Non, c'est How to Think Big, comment, de Dr. Schwartz, comment penser en grand, j'ai oublié le terme. Mais voilà, ça c'est des classiques, il y en a 5-6 comme ça qu'il faut relire et relire, donc voilà. Ça fait longtemps qu'on ne l'ait pas cité, mais réellement, très très bien. D'accord. Ah, je connaissais pas celui que tu as cité là, j'ai acheté un petit coup d'œil. Ok. Ah, si tu vas aimer celui-là, Dr. G. Schwartz, How to Think Big. Ah, il est énorme. C'est le même des livres. Okay. Hier, en plus, c'est marrant, un grand hasard, je reçois un mail de Tai Lopez, qui est dans ma liste email, et il parle de quoi? De ce livre-là qu'il faut lire en 2023. Relire, parce que lui, il a lu, bien sûr. Et j'ai écouté Tim Ferriss qui disait pareil, c'est un livre qui l'a inspiré, même si c'est vrai qu'il est long, il y a plein de répétitions, mais il y a des bases, quoi. Il y a vraiment des bases dedans. Mais voilà. Et moi, je l'ai réécouté en audio là tout le week-end, parce que quand j'ai le temps, je fais beaucoup d'audio, donc ça va plus vite. Et je crois que je suis à la moitié, même si je connaissais la moitié de ce qu'il y avait dedans, mais c'est bon, c'est des petites piqûres de rappel comme ça en début d'année. Donc, dernière question, quelle est la compétence que tu rêves d'avoir? Waouh, très très bonne question. Donc du coup, pas forcément améliorer une compétence que j'ai vraiment pas ou que je souhaite vraiment améliorer. Que t'as pas, et j'ai bien dit parce qu'il y a des gens qui ont vraiment rêvé, qui m'ont dit des trucs qui n'ont rien à voir, qui sont impossibles, et bon, que tu rêves d'avoir. Une compétence que j'ai pas et que j'ai très légèrement commencé, mais que je me suis pas assez mis à le faire, qui n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat, c'est apprendre à jouer d'un instrument. Et du coup, ce serait d'apprendre à jouer du piano. Ça, ce serait un truc de ouf parce que je trouve que c'est trop la classe de savoir jouer du piano, savoir jouer d'un instrument. Donc, je sais pas si c'était la bonne réponse ou tu voulais une réponse entrepreneuriale. On me l'a déjà cité, et puis il y a plein de gens qui m'ont donné des trucs plus dingues, qui m'ont dit qu'ils aimeraient voler, qu'ils aimeraient faire de la télépathie, passer de France à l'Inde. Il y a des gens qui veulent apprendre plusieurs langues. Voilà, j'ai bien dit rêve d'avoir, donc voilà, c'est juste pour donner un peu de fun. Ah d'accord, mais un truc imaginaire, parce que la télépathie, je crois pas que ce soit. Enfin, pour le moment, c'est un peu. Bon, je sais pas, ça se trouve, ça existe peut-être, mais c'est vrai que je suis pas très croyant sur ça. Ouais, mais c'est un peu technique. Voilà. Bon, Axel, grand merci. Et je mettrai donc tous les liens pour te joindre et que les gens te suivent, surtout les gens qui sont peut-être, comme on disait un peu au début, qui ne veulent pas trop avoir des gens qui sont trop loin d'eux. Donc voilà, donc si tu es jeune et que tu veux suivre les pas d'Axel, je te mets tous les éléments. Et puis moi, je te dis à bientôt. Super, merci beaucoup en tout cas pour l'invitation, c'était super cool. Ciao. Ciao. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de l'Entrepreneur Lifestyle jusqu'à la fin. Si tu as aimé et que tu penses que cela peut aider ou intéresser quelqu'un que tu connais, donc partage cet épisode, like-le, commente-le et bien sûr mets note numéro 5 s'il te plaît. Donc cela va m'aider à continuer à pouvoir monter dans les classements de toutes les bonnes plateformes de podcast, iTunes, Spotify, enfin tu les connais. Si tu souhaites donc recevoir les épisodes directement dans ta boîte email, envoie-moi un email à contact@thierry-6.fr, contact@thierry-6.fr. Je te dis au prochain épisode. Ciao ciao.